Si je devais définir Sébastien, je dirais avant tout rêveur, créatif. C'est aussi quelqu'un qui a une très grande capacité d'adaptation parce que au fur et à mesure des projets qu'on a fait ensemble, on en a fait une vingtaine maintenant, je crois qu'on a un peu tout essayé et c'est quelqu'un qui va toujours me pousser à aller plus loin, à réfléchir plus loin, différemment. En fait, c'est quelqu'un qui a une façon de penser qui est à contre-temps et contre-courant et c'est ça qui le rend très spécial. C'est flatteur. C'est flatteur, oui, il y a du... Ah, effectivement, je ne peux pas nier, hein. Je suis effectivement un grand rêveur et ça fait partie des qualités de Benjamin, c'est-à-dire de réussir à comprendre l'autre et finalement à l'aider, à l'accompagner vers des sentiers peut-être escarpés, mais dans lesquels on se renouvelle. Et c'est pas évident de faire son portrait parce que il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais si je devais vraiment concentrer sur quelque chose, je le résumerais en un mot, c'est l'intelligence. Il a une compréhension des choses, des individus, des situations. C'est là que c'est très plaisant de travailler avec lui et c'est même c'est un peu le passage obligé, c'est-à-dire que même si je ne travaille pas avec lui, j'ai besoin d'avoir son avis sur un texte, par exemple, que je fais. Et c'est un peu mon déclencheur. Si Benjamin me dit que c'est bien, en général, je poursuis. S'il me dit que c'est pas bien, je refais. Je dirais que j'ai oublié un truc très important dans le portrait de Sébastien, c'est la sensibilité. Ça, c'est quelque chose d'assez rare, en fait. Et c'est vraiment... on le voit là, dans la façon aussi dont il fait mon portrait. C'est assez délicat et sensible. Et c'est vraiment une très, très grande sensibilité d'analyse des personnages. On est toujours surpris, en fait. Jardin. Alors jardin, oui. Alors moi, je suis un passionné de jardin, de nature, mais aussi de jardin. Quand on était parti en tournée dédicace au Mexique, on devait rencontrer donc notre public mexicain et on avait profité d'être à Mexico pour aller visiter la maison de Frida Kahlo. Benjamin avait un projet de faire un livre sur Frida Kahlo et en fait dans sa tête il voulait que je l'écrive. Mais bon, j'étais pas forcément très... Comme d'habitude. Voilà, j'ai des débuts un peu difficiles. Sébastien il dit toujours non au départ. Il faut choisir le bon moment pour lui dire... Enfin, pour lui proposer un projet. Voilà. Et en fait, il m'a proposé, lorsqu'on était dans le jardin de Frida Kahlo, dans sa maison, donc là, qui s'appelle la Casa Azul. Et quand on était là-dedans, forcément, j'ai pas pu dire non, hein, parce que tout de suite, c'était très inspirant. Donc, j'étais dans mon élément. C'est un jardin magique, en fait. Et c'est vrai que ça a été le point de départ de ce livre Frida, qui, je pense, est un livre très important pour nous. Ce jardin de la Casa Azul, il est lié... à ce moment où j'ai réussi à te convaincre d'avoir fait Frida, mais je pense que tu n'as pas regretté au final. Non, je n'ai pas regretté. J'ai un jardin dont je ne m'occupe pas tout le temps parce que je n'y suis pas toute l'année, mais oui, et c'est un jardin qui, je pense, me ressemble parce qu'il est très fourni, très, je dirais, bordélique dans le sens où il laisse la vie à la faune. C'est-à-dire que je rejette le mot mauvaises herbes, pour moi c'est des herbes sauvages, donc toutes les herbes ont le droit de pousser, donc c'est vrai qu'il est très, très dense, très touffu, et finalement très résistant aux événements, à la sécheresse et ces choses-là, tellement il est vivant et plein d'insectes. Moi je suis une catastrophe, c'est-à-dire je touche une plante, elle meurt, donc non. Voilà, je n'ai pas de jardin. Persuasion. Bon, je crois qu'on n'en est pas loin. Voilà, on vient d'avoir un exemple. En fait, c'est vrai que Sébastien, c'est quelqu'un qu'il faut souvent persuader. Parce qu'il a tendance à s'inquiéter du changement. Et moi, au contraire, j'aime beaucoup les choses qui changent. Après, c'est peut-être ce qui fait notre force, c'est qu'on a des univers qui peuvent être éloignés. Et on arrive à persuader l'autre un peu de travailler dans le même sens et finalement on se retrouve à des chemins un peu sur un chemin commun où finalement on apporte chacun quelque chose au livre. Je pense que c'est une force, c'est une force du duo.
de finalement être assez ouvert pour réussir à accepter de se faire convaincre. Je pense que c'est ça la force d'un duo, c'est que l'autre va permettre de ne pas faire ce livre que pour soi, qui passe à une forme d'universalité aussi en fait. Complémentarité. Alors la complémentarité, je pense que depuis le début on peut le voir, qu'on est finalement assez complémentaires dans notre façon de travailler, dans nos rythmes aussi. C'est vrai que c'est une évidence. Enfin, quand on nous connaît, on sait très bien qu'on est un peu les opposés qui s'attirent pour former quelque chose. On nous le dit de temps en temps, on nous dit « Ah, j'aime bien quand vous faites des livres ensemble parce qu'on a l'impression que vous allez un peu plus loin », par exemple. Voilà. C'est des choses où finalement on se dit « Oui, on est peut-être complémentaires ». Sébastien, c'est quelqu'un qui va beaucoup partir vers l'imaginaire. Je suis quelqu'un qui suis un petit peu plus terre à terre. Je m'aimais psychologue, donc en fait, je construis souvent un background psychologique pour les personnages. Je les inscris en fait dans un milieu socio-culturel, etc. Et donc, c'est une forme de complémentarité là-dessus, puisque ça va forcément amener et enrichir beaucoup le livre. C'est dans la forme de complémentarité aussi, c'est quelqu'un, Sébastien, qui est sur le temps long. Qui met du temps, qui va remâcher les choses, réfléchir. Oui, mais c'est pas moi qui suis le plus en retard. Hein. Oui, et moi, c'est le contraire. Je suis quelqu'un d'assez rapide, qui me décide très vite, qui fait avancer les choses. Donc, du coup, je pense qu'on est complémentaires en ce sens. Et je pense qu'il y a vraiment un exemple, pour moi, qui est peut-être assez flagrant, c'est que je dirais que Benjamin comprend les choses, moi, je ressens les choses. Alors, ce qu'on va essayer de vous raconter, c'est un petit peu la façon dont on a travaillé sur ce livre, L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux, qui était un livre un peu particulier parce que, en vérité, il y avait une image, une histoire. Ce sont des textes très courts. C'est juste une page comme ça sur lequel tu dois pouvoir raconter toute la vie d'un personnage, enfin l'enfance en tout cas d'un personnage, et tu l'as fait avec des mots vraiment choisis, des phrases que tu as repris plein de fois pour être dans une forme de synthèse. Et c'est vrai que moi sur les images, j'ai été dans l'excès inverse, c'est-à-dire j'ai fait des images très grand format, extrêmement bavardes. Pourquoi je les ai fait grand format comme ça par rapport au livre? Parce qu'en fait, ça m'a permis de travailler beaucoup le détail et pour que l'enfant puisse se perdre en fait dans les images. Et donc, bon, il y avait plein de scènes possibles en fait pour le même personnage. Elle aurait pu être celle-ci avec le singe qui dort. Elle pouvait être plongée dans l'image. Mais si j'ai choisi de la faire comme ça, là, volontaire, qui nous regarde, qui est posé, parce qu'en fait pour moi c'était ça qui représentait le plus le personnage. Mais par exemple on pourrait imaginer autre chose, je peux peut-être essayer de crayonner autre chose à travers ce texte. Bon, je vais prendre mon matériel. Ça fait vraiment le vieux qui est obligé de sortir ses lunettes. Hein. Franchement, vous me faites un coup de vache là. La plaine d'argile retrouva son calme. La tempête avait amené avec elle des arbres et des châteaux, des rivières et des ponts, des champs et des moulins, quelques animaux aussi. Un nouveau monde venait de se créer comme par magie. De la terre verte se forma une petite fille. Les yeux grands ouverts, elle s'émerveilla devant les beautés qui l'entouraient. D'un pas assuré, elle avança vers une tulipe et lui demanda son nom. Comme la jolie fleur restait muette, elle l'écrasa du pied et poursuivit son chemin. Dans la forêt, lapins et écureuils s'enfuirent à son approche. Bien qu'elle leur ordonna de revenir, les rongeurs l'ignorèrent. Elle boucha donc le terrier des premiers et lança des cailloux sur le nid des seconds. Soudain, d'autres animaux attirèrent son attention. Des bébés singes virevoltaient dans le ciel. Elle sauta pour en attraper un, mais les primates, qui avaient mauvais caractère, l'entraînèrent dans les airs et la jetèrent dans un trou. Ce trou était si profond qu'il n'y avait pas un brin de lumière. Terrorisée, la pauvre enfant se mit à crier et à courir dans tous les sens, avant de s'assommer en se cognant la tête contre une racine. À son réveil, la fillette était borgne, et sa peur s'était transformée en colère. Elle puisa en elle la force d'escalader les murs de pierre, et parvint à s'échapper de sa prison. À tâtons, elle atteignit un imposant manoir où elle décida de passer la nuit. En déambulant dans les couloirs obscurs, elle découvrit une immense bibliothèque qui renfermait de vieux grimoires. Fascinée, elle les dévora. Bientôt,
le pays entier verrait de quel bois se chauffe une sorcière. Voilà. Bon, ça t'aurait pas plu à détruire des fleurs. Donc, Oui. C'était pas une solution possible. C'est rare de faire un livre parfaitement en ermite. Un livre, ça s'adresse déjà à un lecteur. Donc forcément, l'autre, on ne peut pas l'ignorer tout à fait. Donc c'est vrai que le créer à deux, en tout cas, ça crée d'autres livres. Oui, c'est agréable d'avoir de toute façon quelqu'un à ses côtés pour avancer, pour faire les choses. Peut-être parce qu'aussi on a la chance de travailler avec des gens qu'on aime bien. Ça amène de la complexité parce qu'on va plus loin, mais ça amène aussi de la simplicité parce qu'on se connaît bien, parce que les échanges sont plus fluides. Finalement, on construit quelque chose, mais à deux. C'est vraiment un univers qui se crée et qui est homogène. Je pense que si c'était pas mieux, on n'aurait pas fait une vingtaine de livres. Parmi cette vingtaine de livres, il y en a bon nombre qui font partie de mes préférés. Et que je pense que je n'aurais pas pu les faire tels qu'ils sont si on ne les avait pas fait ensemble.